Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler lecture, mais pas spécialement de mes lectures récentes, mes lectures en général. Je vous ai fait une petite sélection de mes livres favoris, en tout cas des livres que je vous conseille fortement de lire. Alors, on est quand même dans un domaine que j'aime beaucoup, mon domaine de prédilection, c'est-à-dire l'horreur en général. Et je commence sans plus tarder par le premier livre que je vous conseille fortement de lire, qui est un petit peu particulier, mais qui est vraiment d'un degré horrifique assez minime. Je veux donc parler de La Maison des Feuilles de Daniel Esquis. Alors, c'est pas vraiment horrifique. Là, on est sur une histoire en fait d'un couple avec des enfants qui va acheter une maison, et elle a une particularité, cette maison, c'est qu'elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils ont beau la prendre en mesure de tous les côtés, l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Et il n'y a pas que ça dans cette maison. C'est un emboîtement d'histoires, ce livre. C'est ça qui est assez particulier. Alors, ce livre est quand même réputé pour être extrêmement bizarre, car vous avez en fait des pages comme ceci. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Vous avez pas mal de pages assez bizarres, qui est totalement justifié dans le récit. En fait, pour faire simple, les péripéties du personnage vont se traduire dans la présentation et la typographie choisie dans le livre. Hein, vraiment pour faire au plus simple. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça quand on rentre vraiment dans les détails du livre, mais voilà, hein, en premier jet, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. Et donc ces acquéreurs vont tomber sur une cassette vidéo d'un film que l'ancien propriétaire en gros a fait de sa maison, un film un peu expérimental, voilà, où justement il parle de l'exploration de cette maison, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu les poupées russes dans ce texte. Il y a différentes visions, il y a différentes histoires en une seule histoire. C'est assez complexe, mais voilà, il faut pas avoir peur de ce livre parce que c'est très très bien expliqué, c'est très très bien mis en œuvre, que ce n'est pas un gros fouillis, voilà, contrairement à mon explication. Mais en même temps, je l'ai lu il y a quasiment 2 ans maintenant, donc c'est vrai que on est sur quelque chose qui date un petit peu pour moi. Oui, ils appellent ça un roman mosaïque. Parce qu'on va vraiment suivre ces gens qui découvrent en fait au fond du placard, un placard qui s'agrandit, et ils découvrent en fait un passage dans ce placard, et là ils vont pouvoir en fait descendre des escaliers dans le noir et découvrir un petit peu l'intérieur de la maison, une espèce d'endroit qui est totalement irréaliste, j'allais dire dans la réalité. Si tu commences à prendre un plan, cet endroit n'existe pas sur le plan, alors qu'il existe réellement dans la vraie vie. Voilà, et cet endroit va en fait s'agrandir au fil du temps. Et donc cette cassette vidéo qu'il retrouve, c'est l'exploration de personnes qui ne sont, je crois dans mes souvenirs, jamais revenues de cette exploration, en gros, qui se perdent dans cette maison. Voilà, il y a tout un cheminement comme ça, et on va suivre un peu l'expédition de ces nouveaux propriétaires dans cette maison. Je vous spoil un peu, eux ils vont réussir à en sortir, sinon il n'y aurait pas le bouquin. Voilà, hein, on est un petit peu sur du found footage d'un certain côté, en même temps dans un récit hyper fantastique. Alors, tout de suite, je vous dis d'horreur parce que l'horreur c'est la maison elle-même, même si elle n'est pas totalement horrifique, mais cette maison dégage une ambiance tellement spéciale, surtout leur descente comme ça dans cet énorme escalier, ces énormes pièces où tu ne sais pas où sont les murs tellement elle est trop grande la pièce, avec une petite lampe torche. Voilà, il y a des moments, la lampe torche, il n'y a plus de pile, tu te retrouves dans un noir complet. Voilà, c'est vraiment une histoire d'ambiance qui est horrifique, et non la présence d'un monstre qui mange tout le monde. Voilà. Moi je ne spoil pas là-dessus, il n'y a pas de monstre vampirique au fin fond de la maison, je vous rassure, c'est vraiment la maison elle-même et cette ambiance. Moi je suis très, vous allez voir de toute façon dans l'ensemble des bouquins que je vous présentais, qu'on est vraiment toujours sur une histoire d'ambiance plus que sur vraiment du sang qui dégouline de partout. Voilà, donc moi je vous conseille fortement, je sais que ce livre fait peur à beaucoup de gens, et pourtant, alors c'est vrai qu'il est gros, mais pourtant on y rentre quand même assez facilement.
Alors, il y a des petites parties qui sont peut-être un petit peu plus chiantes que d'autres, voilà, comme dans tous les bouquins. Mais dans l'ensemble, je trouve que tu as vraiment envie de savoir, voilà, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la clé de cette maison, le pourquoi du comment, et tout est dans ce livre. Voilà. Lisez-le, j'ai que ça à vous dire. Un autre livre qui est surtout dans l'ambiance que j'ai adoré, les personnages les ai aussi adorés. Là, on est dans l'horrifique mais gothique, c'est-à-dire Le Moine de Matthew G. Levis. Je me souvenais plus de son prénom. On est dans l'histoire d'Ambrosio, qui est donc un moine qui va faire la connaissance d'un jeune moine, voilà, qui arrive à l'abbaye. Mais en fait, ce jeune moine n'est pas un homme, c'est une femme déguisée en homme. Et elle va un petit peu le séduire, il va tomber sous les charmes de cet être. Et voilà, voilà, tout ce qu'il fallait pas faire pour sa, comment dire, sa profession de foi en tant que moine. Ah bah tout va tomber à l'eau, tout va capoter et il va découvrir un autre monde et il va totalement partir dans le péché le plus ultime, le péché de chair. Et après, oh là là, après la porte elle est ouverte à tout et n'importe quoi, si on peut dire comme ça. Voilà, pour résumer, c'est un peu ça, c'est que voilà, vraiment, clairement, il s'est fait séduire et ouais, il tombe vraiment dans le péché de chair. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a toute une ambiance dans ce livre. Parce que là, je vous ai résumé 450 pages, 500 pages en moins de 3 minutes. Il ne se passe pas que ça. Là, c'est vraiment que le début, ce que je vous raconte, un petit peu pour vous mettre en appétit. Mais il y a une ambiance de fou là-dedans. Il y a vraiment une histoire de bien et de mal, les choix à faire entre ses convictions, entre ses envies en tant qu'être humain. Il y a un mélange de tout ça, il y a de la malhonnêteté, il y a comment dire, il y a un peu du pacte, il y a un mélange de plein de trucs, c'est excellent. Il y a une ambiance glauque à souhait, on est dans des espèces à un moment de souterrain avec plein de petites pièces. C'est vraiment là aussi, vous voyez, une ambiance où t'es un peu à la, alors là c'est pas la lampe torche, on est avec la bougie où tu as des formes qui se décrivent parce qu'il y a les ombres de la bougie avec bah, les éléments du décor. Tout ça rend une ambiance mais glauque à souhait de film d'horreur. Voilà, une ambiance gothique et c'est ce que j'aime énormément dans ce livre, même si l'histoire en elle-même est quand même assez bateau, on va dire, à l'heure actuelle. Hein, on est juste quand même sur voilà, un prêtre qui découvre les plaisirs de la chair et voilà, tout simplement, hein, il a envie après d'en connaître un peu plus. Mais il y a toute l'ambiance qui est autour et toutes ces... la psychologie du moine, toutes ces réflexions, tout ça qui sont hyper intéressantes. C'est vraiment un super bon bouquin. Voilà, ça reste quand même de la littérature gothique, pas de la littérature fantastique, même si on frôle vraiment les deux. Mais moi, j'ai adoré l'ambiance de ce livre. Ensuite, pour rester dans une histoire d'ambiance, eh bien, il y a tous les Lovecraft. Alors là, je vous présente seulement le tome 1 de la trilogie et il y a un quatrième, un hors-série dans cette collection de chez Brajlon, qui est donc Cthulhu le mythe. Donc vous n'avez pas forcément tous les Lovecraft, on est vraiment basé sur une histoire du Cthulhu. Alors moi j'ai beaucoup aimé une histoire, alors je sais pas, c'est des spécialistes de Lovecraft qui me suivent, mais en gros, dans mes souvenirs, je ne l'ai pas retrouvé au niveau du titre, parce que je n'ai pas noté c'était quoi le titre de la nouvelle, parce que dans un recueil de nouvelles, on se retrouve donc avec un gars qui cherchait plus trop quoi. Alors il y a une histoire où il est dans un bourg, où il y a une odeur pestilentielle de vieux calamars moisis partout. Euh, donc ça, je pense qu'on est dans le cauchemar d'Ismouth, je crois. Et je sais plus si c'est dans la même histoire ou si c'est une autre où il trouve une espèce de cité à demi engloutie, à demi immergée, où voilà, où il va bah, explorer cette espèce de truc monumental. T'as l'impression qu'il tombe sur une pyramide. Alors c'est pas une pyramide, mais sur vraiment un truc monumental, un peu au fond de l'eau. Je crois que c'est au, je suis pas, c'est à demi en, voilà, c'est
c'est plein de vases, c'est hyper glissant. C'est bien parce que je me souviens que du ressenti, pas réellement de l'histoire, c'est assez comique. Voilà, et je sais que... alors, c'est peut-être la même histoire, je ne sais plus. Je ne sais plus. Euh, J'étais partie aussi sur une histoire, les montagnes hallucinées, mais en fait, je ne l'ai pas. J'ai beau regarder les quatre recueils que j'ai, en fait, l'histoire, j'ai regardé dans le souvenir, je dis pas non, alors c'est pas ça. Alors je ne sais pas. Pour moi, j'étais partie sur ouais, sur une histoire de, il est dans une montagne et après il se retrouve à, ouais. Mais je me souviens que de petits bouts. Il va falloir que je les relise. Franchement, je les ai lus il y a plus de 10 ans. Il va falloir que, je pense que je les mette en relecture. Parce que voilà, on est vraiment toujours dans une histoire d'ambiance. Je me souviens aussi d'une histoire où il est dans une maison, où il se passe des choses un petit peu bizarres. Où il est à la campagne, ouais, dans une logis, dans une maison, où il y a des bruits bizarres dans les murs, tout ça. Lovecraft, c'est vraiment très très étrange parce qu'il y a des moments, tu sais pas s'il te raconte, euh, comment dire, un récit fantastique, où c'est réellement en gros des trucs qui se passent avec ce personnage, même si c'est totalement irréel, ou s'il part totalement, ou s'il s'endort et il part dans des rêves et que ça part dans tous les sens, et il y a des moments, il me perd. Il faut avoir quand même un bon taux de concentration, vraiment l'esprit totalement libéré pour lire de Lovecraft parce que faut rentrer dedans et faut surtout pas en sortir. Je sais que dans ces recueils, les nouvelles ne sont pas forcément toutes au même niveau, mais c'est vrai que l'Appel du Cthulhu, par exemple, eh bien, je sais que ça n'a pas été forcément ma préférée. Ça n'a pas été... Alors, est-ce que c'est celle-là où il est dans la maison, justement, il entend des bruits bizarres et c'est... Je ne sais plus. Sincèrement, il va falloir que je les relise. Mais bon, c'est 3 tomes de 450 pages, donc ça fait quand même une grosse relecture. Mais ouais, je sais qu'il y a un moment, il va falloir que je les relise. J'ai le Necronomicon aussi en ma possession que je n'ai toujours pas lu. Peut-être qu'à un moment, je vais me faire une année complète en Lovecraft. Je ne sais pas, mais ça me manque, il va falloir que je m'y remette, ça c'est sûr. Donc je vous conseille fortement d'aller vers les nouvelles de Lovecraft. Alors, il y a différents recueils, il y a celui-ci, il y en a des en livre de poche, il y a un peu de tout, hein, mais en règle générale, voilà, si vous aimez les choses fantastiques, un peu délurées, avec des monstres, pas forcément hyper méchants, il n'y a pas forcément, pareil, c'est pas forcément gore, je veux dire, c'est pas des monstres qui mangent les gens, des choses comme ça. C'est plus... moi, je rencontre du troisième type, vous voyez. Je trouve qu'on est plus dans une ambiance, il va rencontrer des êtres totalement différents, venus, pas forcément d'ailleurs, des fois, c'est des choses qui vivent sur notre planète. Bon, dans son récit, bien sûr, hein. Euh, une réalité parallèle, ou je sais pas, comme je dis, on sait pas trop des fois si dans ses rêves ou pas. Mais il y a c'est un univers vraiment hyper large, il y a plein de choses hyper génial dans ses œuvres. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans... alors, peut-être pas celui-ci, parce que dans le premier recueil, au milieu, vous avez un dossier avec... bah là, c'est plus sur la vie et les... comment dire, les lieux où il a vécu. Voilà, vous avez plus des photos. Dans les autres tomes que j'ai, vous avez les représentations des différentes créatures qu'il va rencontrer dans ces différents récits. Et voilà, genre là, je tombe sur la maison aux sorcières, ça me parle pas du tout, du tout, du tout. Mais comme je vous dis, je les ai lus il y a hyper longtemps. Euh, voilà, donc il va falloir que je relise ça pour me les remettre en tête, mais je sais que j'avais vraiment beaucoup adoré Lovecraft. Pour rester dans des bouquins un petit peu toujours d'ambiance horrifique, où on ne sait pas trop, mais que là quand même il va se passer des choses, et ben on va quand même se retrouver face à une entité un peu démoniaque, eh bien je vais vous conseiller La Tour de Sélénite d'Arnaud Codeville, parce que j'ai adoré ce récit. Donc on est sur, en gros, un prof qui emmène un groupe d'élèves restaurer une tour, un phare en l'occurrence, sur une petite île, hein, parce que les phares généralement c'est sur des îles ou en bout de côte, mais là on est sur une île et bah, parce qu'en fait la première expédition n'est jamais revenue, donc ils vont surtout aller les sauver, voir ce qui s'est passé, tout ça, et bah arriver sur place, il n'y a personne. Donc ils se demandent un peu qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, et il va se dérouler plein de choses étranges bah, dans ce phare surtout, hein. On est dans un huis clos un petit peu dans ce phare. Alors je sais plus s'il y a une histoire de tempête ou pas. Ouh, il y a un moment, il y a quand même une tempête qui est créée par une entité. Mais voilà, il y a une entité diabolique qui vit sur cette île. Il n'y a que ça que je peux vous dire. J'ai
adoré ce livre, j'ai un très bon souvenir. Ça aussi c'est un livre que j'ai lu il y a pas mal d'années, mais j'ai vraiment un très bon souvenir. Il faut vraiment que je me procure d'autres œuvres de cet auteur. Alors j'avais lu 1974, ce qui n'a rien à voir parce qu'on est sur une histoire de maison... je vais pas dire une maison hantée, c'est pas... Ouais, l'histoire est beaucoup plus complexe. Mais entre les deux, j'ai adoré celui-ci, même si j'ai beaucoup aimé 1974. Il faut vraiment que je lise d'autres œuvres de cet auteur. Dans l'horreur, bien sûr, on va retrouver King. Voilà. Je vous ai sorti Cimetière, qui est mon œuvre préférée, qui n'est pas forcément la plus horrifique, hein. Là, on parle clairement d'un chat qui s'est fait écraser et qui est enterré dans un cimetière indien et qui va lui redonner vie, mais il va revenir un petit peu, pas entièrement, toutes les cases remises au bon endroit. En gros, il revient un petit peu comme un zombie. Voilà le speech principal de l'histoire. Donc voilà, si vous aimez un petit peu les histoires de revenants, les histoires... Moi, je trouve que c'est un bon... c'est mon premier Stephen King, si vous n'êtes pas au courant, que j'ai lu quand j'étais ado. Et sincèrement, je trouve que c'est une très bonne mise en matière dans le domaine de l'horrifique, dans le domaine, ouais, zombie, parce que je trouve que il fait peur, mais pas tant que ça, quoi. C'est pas non plus une peur de ouf, sauf si t'as peur des chats. Si t'as peur de te faire mordre par un chat, voilà. Ça peut devenir un petit peu bizarre comme lecture, mais j'aime bien, il y a quand même... Il y a plein de choses dans ce livre, voilà, il n'y a pas que de l'horrifique. Et sinon, eh bien, il y a le fameux Shining avec cet hôtel qui est un peu hanté. Alors là aussi, c'est surtout qu'il y a différents personnages qui sont hyper passionnants. Il y a le père qui est alcoolique, écrivain, qui devient à moitié cinglé parce que, en gros, il devient gardien de l'hôtel pour un hiver. Un hivernage en quelque sorte, je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, mais moi, le personnage qui m'a le plus horrifié dans ce livre, c'est la chaudière. Voilà. De descendre dans ce sous-sol et d'être face à cette chaudière qui fait un bruit monstrueux. Elle est totalement personnifiée, cette chaudière. Ouais, il y a un passage avec la chaudière qui m'a totalement horrifiée. Bien sûr, dans King, j'aurais pu vous mettre beaucoup d'autres œuvres. Mais dans ces cas-là, je vous conseille d'aller voir ma vidéo de mon top 5 de Stephen King. Ce sera beaucoup plus parlant. On va rester dans des histoires un petit peu de revenants avec Lune froide sur Babylone. Alors si vous aimez aussi les myrtilles, ça peut être un ouvrage qui pourrait vous plaire. Bien sûr, c'était un petit peu de l'humour noir, mais on va parler donc d'une famille qui a un peu une malédiction. Il y a beaucoup de meurtres dans ce bouquin, des meurtres un petit peu dégueulasses, avec des circonstances totalement dégueulasses, et nous avons un personnage qui revient en particulier, eh bien se venger en gros de la mort de ses parents, de la mort de sa famille. Voilà, c'est vraiment une histoire de revenant qui va se venger face à des jeunes qui veulent récupérer sa propriété, voilà, tout simplement. Dans les grandes lignes, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est écrit par Michael McDowell. Je trouve que c'est le plus horrifique des titres de McDowell que j'ai lu pour l'instant. Il me reste L'Amulette à lire, que je n'ai toujours pas lu. Blackwater est plus dans le fantastique et dans une histoire un peu plus familiale. Il y a juste ce personnage extérieur qui rentre dans cette famille, qui est un personnage un peu fantastique. C'est pas sa caractéristique principale, la plus mise en valeur en fait au sein de cette famille. Ensuite, vous avez Cathy qui est vraiment sur une histoire de vengeance. Là aussi, il y a des morts un petit peu trash, mais ça reste quand même assez tranquille comme lecture. Les Aiguilles d'Or que j'ai lu aussi, là aussi, on est encore sur une histoire de vengeance entre deux familles. Il y a aussi des meurtres, mais je trouve que ça reste plus tranquille. On est plus sur une histoire de vengeance. C'est un petit peu plus gentillet. Je trouve sincèrement que si vous aimez les histoires de revenants, de vengeance, celui-ci correspond largement plus. Ensuite, eh bien, un Graham Masterton, bah oui, le grand maître de l'horreur. Alors, j'en ai pas lu énormément, hein, je crois que j'en ai lu 2 ou 3, donc je suis pas forcément la meilleure référence pour vous conseiller des Graham Masterton, mais Rituel de chair est quand même une pure tuerie. Alors, c'est le premier Masterton que j'ai lu, et sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Donc on est sur l'histoire d'un père qui est, comment on appelle ça,
qui est critique gastronome. Voilà, je cherchais le terme. Et donc, il va aller dans un restaurant un petit peu particulier, qui a une bonne réputation. Il va essayer d'en savoir plus. Il y va avec son fils, qui est un ado qui n'a plus beaucoup de liens avec son père. Voilà, un ado qui est partagé entre... parce que ses parents sont divorcés. Donc voilà, il est partagé entre la mère et le père. Et on voit très bien que cet ado n'a plus trop d'accroche avec son père. Et le père essaye de retrouver des liens avec son fils, mais il a du mal et son fils disparaît. Voilà. Et il comprend pas. Il était au resto, son fils s'est levé limite pour aller faire pipi ou demander un truc à quelqu'un et son fils disparaît. Alors il y a cette histoire donc de recherche de fils et en même temps, dans ce resto, il est mis au courant qu'il y a un autre restaurant pas très loin qui a une entrée select. Il faut vraiment avoir son ticket d'entrée pour pouvoir aller dans ce restaurant qui est très particulier. Et donc on va le voir aller chercher donc ce restaurant et puis bah essayer de rentrer dans ce restaurant pour pouvoir y manger, y faire une critique. Et comme c'est écrit derrière, il va surtout découvrir eh bien, que c'est une secte. Et que la cuisine de cette secte n'est pas seulement un art, mais une véritable religion à laquelle on se dévoue corps et âme. Voilà, le résumé à l'arrière est très très bien fait parce que ça résume entièrement le bouquin. Voilà. Donc il y a vraiment deux histoires en parallèle dans ce livre. Vous avez l'histoire du fils qui en gros est... il disparaît, donc on va savoir où il est. Et en même temps, l'histoire du père qui veut absolument rentrer dans ce restaurant qui est... qui est secret et savoir pourquoi il est secret. Et c'est hyper passionnant. Et c'est bien dégueulasse là aussi, et surtout, ouais, ça va de pire en pire, surtout la fin, la conclusion de ce bouquin est purement dégueulasse. Pour rester dans le méga trash, nous avons aussi Morte Saison de Jack Ketchum. Alors moi je n'ai pas lu cette version-là, cette traduction-là, je l'ai lu dans la version Fleuve Noir qui est beaucoup plus condensée. Il faut que je me mette à lire l'autre. C'est issu d'une histoire vraie. Il faut le savoir, et on est alors, que je me rappelle un peu le délire. On est avec Carla qui a loué une maison pour passer des vacances studieuses. À proximité de sa maison, il y a une famille de barbares qui rôdent dans les bois, les surveillent et attendent d'assouvir sa faim contre nature. Là aussi, ça fait un beau moment que je l'ai lu, donc je ne le sais plus trop en détail. Je me souviens surtout de quand elle découvre cette famille, qu'elle se retrouve en fait un peu kidnappée par cette famille bizarre de sauvageons qui vivent à l'époque préhistorique. Je me souviens surtout de cette partie-là et qui m'a fait fortement penser à Cannibal Holocaust. Je trouve qu'il y a des liens assez forts, bon, même si l'histoire est totalement différente, mais on est un petit peu dans le même type de famille qui vit à la préhistoire. Petite famille dégénérée, consanguine, qui vivent entre eux et surtout qui vivent pas du tout dans notre système social, hein, qui vivent vraiment dans leur petit monde. Ouais, on est un peu à la Cannibal Holocaust, à la colline à des yeux. Voilà, si vous cernez un petit peu l'ambiance, c'est purement dégueulasse, c'est glauque, il se passe des trucs horribles. Là, on est dans de la torture, dans du massacre, c'est dégueulasse à souhait, mais c'était purement sympathique à lire. Voilà, donc je vous le conseille. Je sais pas pourquoi, cet auteur... en tout cas, en occasion, c'est assez compliqué à trouver. Ce bouquin, par exemple, neuf était vendu à 20 balles. Sur les sites de revente, on arrive à le trouver à 35, 40, voire 50 balles. Les gens sont des malades. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il a été édité en très peu d'exemplaires et que depuis, il n'est plus édité et que du coup, ça devient une denrée rare où les gens ne s'en séparent pas? Je ne sais pas. Mais les Jack Ketchum sont quand même des denrées assez rares dans le monde de l'occasion. Voilà, donc si vous tombez sur un Jack Ketchum, prenez-le. Et sinon, j'avais envie de terminer avec l'un de mes livres préférés qui est totalement glauque, dégueulasse à souhait, ça regroupe beaucoup de domaines. C'est donc un Poppy Z. Briggs, j'en ai pas lu énormément, mais c'est le Koreski. Voilà, et là on est sur la rencontre de deux tueurs en série qui vont en gros tomber amoureux l'un de l'autre. On est sur une romance homosexuelle.
assez particulière. Je n'ai plus exactement les détails un petit peu de chaque personnage, mais tous les deux sont nécrophiles. Parmi ces deux tueurs en série, il y en a un qui est la copie conforme de Jeffrey Dahmer. Et l'autre me fait penser aussi à un autre tueur, mais j'ai pas le nom là en tête. Mais vraiment, on est sur deux tueurs nécrophiles qui ont des habitudes de vie assez particulières. Et c'est très poétique. Bizarrement, c'est assez poétique parce que, en fait, vous avez deux tueurs qui vont communiquer entre eux sur leur façon, leur plaisir qu'ils ont à tuer leurs victimes, le relationnel, parce que c'est même pas forcément le plaisir de tuer, il y a un petit peu ça, mais c'est aussi le relationnel qu'ils ont avec les corps de leurs victimes, parce que je vais pas forcément dire avec leurs victimes, parce que de mémoire, ça aussi, ça fait un petit moment que je l'ai lu, je pense pas qu'ils maintiennent leurs victimes en vie, on va dire que leur adoration, leur principale activité se fait avec des cadavres, tout simplement. Et voilà, et c'est macabre, mais c'est extrêmement poétique. Alors oui, on peut voir de la beauté partout, je sais, ça peut paraître bizarre, mais dans ce livre, je trouve il y a une certaine beauté. Tu rentres vraiment dans la psychologie de chacun de ces deux tueurs et j'ai trouvé ça extrêmement sympa à lire, même si dans les faits, si tu regardes vraiment les crimes qui sont faits, oui c'est purement dégueulasse, oui c'est trash, oui c'est horrible, il n'y a pas de mots pour ça, mais c'est écrit d'une manière où il y a une poésie qui en émane, qui est magnifique, voilà. Et ça reste l'une de mes œuvres préférées de tous les temps. J'espère que cette petite sélection de livres t'a plu. Dis-moi si tu en as lu certains, je pense que oui. Et si ça t'a donné envie de lire un petit peu plus de romans horrifiques, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça comme d'habitude. C'est toujours un plaisir d'y répondre. Et sinon, eh bien moi je te dis comme d'habitude à une prochaine vidéo. Bye bye.